Nous allons parler là pendant une heure un quart du logement et de toutes les évolutions qu'on constate en matière de logement. Et avant de passer la parole, on va dire, à tous les acteurs, enfin en tout cas à certains acteurs qui aujourd'hui contribuent beaucoup à faire évoluer ce domaine, je voulais faire quelques constats, sachant que à côté de moi, je vais vous présenter donc à Guillaume Pasquier de la Française. À ma droite, Benjamin Delot de la société Abix et à ma droite un peu plus loin, François Roth de la société Colonier. Donc ils vont vous expliquer chacun ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans le domaine du logement et comment ils font évoluer les choses. Donc avant de leur laisser la parole, je voulais juste vous dire plusieurs choses. Premièrement, c'est que aujourd'hui, comme vous le constatez, et notamment quand on intervient dans des zones tendues, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés pour trouver du logement. Prix, surface, même propositions qui conviennent aux personnes. Donc c'est une vraie difficulté. Et par ailleurs, ce qu'on constate aussi, c'est que le logement est un des secteurs probablement qui fait l'objet actuellement, et même depuis un certain nombre d'années, du plus grand nombre de réflexions et d'innovations dans tous les domaines. Et la loi Elan, qui est en cours qui est encore en Conseil constitutionnel et qui va être adoptée dans les prochains jours, montre aussi combien le logement est un secteur sur lequel on réfléchit, puisque vous avez un certain nombre d'outils nouveaux qui vont arriver en la matière. Donc le logement est un domaine où, en fait, on est en train de muter dans tous les secteurs, dans le domaine de la construction, puisque avec la loi Elan, vous allez avoir bientôt des ventes en l'état futur d'inachèvement, qui sont des idées qui ont émané de la pratique. Mais vous avez aussi beaucoup d'évolutions qui se passent dans le domaine de la commercialisation, et ça, Benjamin va vous en parler. Beaucoup de choses aussi qui se passent en ce qui concerne le rapport à la propriété. Le rapport à la propriété est en train de complètement évoluer. Et donc ça, Guillaume Pasquier va vous en parler. Et on va avoir un exemple de cette évolution du rapport à la propriété, mais il y en a plein d'autres actuellement en cours. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'évolutions sur le mode d'habiter, et François Roth va vous en parler. Et autre sujet qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais qui aussi est en train de beaucoup bouger, on est en train aussi de beaucoup réfléchir sur la manière de financer les accédants en matière de logement. Et là aussi, on est en train de beaucoup bouger dans ces domaines-là. Donc, je ne vais pas introduire plus longtemps. Je vais passer la parole à Benjamin Delot, qui va vous parler des nouveaux modes de commercialisation. Merci Michel. Alors parler des modes de commercialisation, en fait, on va commencer par la fin, mais juste de dire que quoi de plus normal que le logement soit au cœur de toutes les attentions quand nous sommes absolument tous consommateurs d'un logement qui est notre lieu de vie et qu'on doit considérer comme notre lieu de vie et pas que comme un lieu de résidence. Ça a été certainement un petit peu oublié dans les années et les décennies qui sont passées du fait de besoins massifs de construction. Et effectivement, parler de commercialisation aujourd'hui pourrait presque paraître absurde quand on parle d'un lieu de vie aussi, puisque qui dit commercialiser dit vendre un produit existant. Et comment peut-on anticiper la configuration, l'état de ce produit existant quand il a trait à la vie de chacun, à son mode de vie, et des modes de vie qui sont évidemment tous différents, tous originaux et tous singuliers. On est en train de basculer dans une société qui est celle de l'ultra-personnalisation ou de l'ultra-qualification. Les outils, le numérique en général, nous donne un accès absolu à tout, à toutes les informations, et de toutes ces informations, une capacité d'interaction sur les productions et les produits qui font qu'on est entré dans la société de l'empowerment, la prise de pouvoir sur tout un tas de choses, du do-it-yourself, de la personnalisation à outrance. On est capable aujourd'hui tous de personnaliser sa propre chaîne de télé, sa propre radio, on peut devenir producteur, enfin, on peut à peu près tout faire.
Et effectivement, nous, ce qui nous a pas mal interrogé depuis quelques années, il est dans la salle d'à côté, Jamel Clouche, avec qui on réfléchissait en 2010 sur la question de 50, avec Michel aussi bien entendu, de 50 000 logements autour des axes de transport en commun, où la question c'était comment on peut produire dans une métropole, Bordeaux en l'occurrence, qui investit lourdement dans un réseau de transport, qui va désenclaver tout un tas de territoires, des logements de meilleure qualité. C'était ça la question. Et une de nos réponses, ça a été de dire, en demandant aux gens ce qu'ils veulent, parce qu'on a complètement oublié et sorti de l'industrie productive, immobilière, résidentielle en particulier, ce qui n'est pas vraiment le cas des industries immobilières tertiaires, puisqu'on demande toujours à un exploitant de salle de spectacle comment il va vouloir l'exploiter, à un utilisateur de bureau comment il va vouloir l'utiliser, à un locataire d'espace commercial dans un centre commercial comment il va vouloir l'aménager. Sauf que nous, vous, l'habitant, celui pour qui c'est le point central de sa vie, ça fait des années et des années qu'on a décidé de l'exclure de la chaîne de valeur et de la chaîne de production, et qu'on pense pour lui avec des ronds PMR qui permettent de dimensionner sa chambre, avec des types d'accès, des réglementations thermiques, environnementales, constructives, etc., pour arriver à un logement qui est aujourd'hui tout à fait standardisé, assez peu adapté aux besoins des utilisateurs. Donc, excusez-moi pour cette introduction un peu longue, mais ça pose un peu la problématique de tout ça. Et on a cherché, tout en restant à l'écoute d'un besoin massif, puisque le logement abordable à horizon 2030, c'est un marché nouveau de 1000 milliards de dollars à l'échelle de la planète. C'est en 2050, 80% des populations qui vivront dans des logements collectifs en milieu urbain. Donc c'est des questions qu'il faut qu'on essaie d'appréhender de façon un peu globale pour que, et là on en vient à la finalité, la commercialisation permette à chacun d'être bien chez soi, avec un rapport habitat-mobilité toujours plus aigu et important à l'heure du développement durable nécessaire de nos territoires et de nos métropoles. Et donc cette question d'embarquer, de faire participer nous tous, tout un chacun, à la production d'un logement qui soit un logement choisi, parce que l'ultra-personnalisation et l'ultra-qualification font qu'on n'a pas trop de raisons aujourd'hui et demain de se voir dicter notre mode de vie. Un logement abordable, et je pense que supprimer la commercialisation, donc on offre une solution de commercialisation, mais supprimer la commercialisation doit pouvoir rendre ce logement plus abordable, et même peut-être encore plus si on vient sécuriser le plus en amont possible la chaîne de valeur, et puis s'il correspond à ce que l'on en attend, et que c'est un logement qui nous permette de nous sentir bien chez nous. Il doit permettre de nous sentir mieux dans la vie aussi, parce que mieux localisé, plus adéquat, il laissera plus de temps à de l'épanouissement personnel, à de l'intérêt qu'on peut porter à son sport, à ses loisirs, à sa culture, à sa famille, à ses enfants, aux devoirs, mais aussi réduire son temps de transport et comme ça créer un cercle vertueux dans la vie de chacun. Donc on a pour ça, et on essaie d'imaginer depuis assez longtemps, avec le concours de pas mal d'acteurs, je connais pas mal de monde dans cette salle, qui croient à cette nouvelle façon de faire qui est très disruptive. L'industrie immobilière et en particulier celle du logement, ICAD disait sur son stand au précédent CIMI, est la moins digitalisée avant la chasse et la pêche. Donc on peut voir qu'il reste pas mal de chemin à faire. Et on a mis tous les moyens du numérique pour effectivement permettre à chacun d'entre nous de pouvoir interagir, devenir le chef d'orchestre de cette chaîne de valeur qui est celle de la production de son logement. Donc de la même manière qu'aujourd'hui on peut, avec des moyens nécessaires certainement plus élevés, appréhender un terrain, aller voir un architecte et lui demander de nous construire une maison en ayant eu la chance et la possibilité de discuter avec lui pour exprimer son besoin et qu'il ait pu mettre en œuvre son métier, qui est un métier d'usage
associé à un métier technique pour nous livrer un produit correspondant. On a essayé de créer des outils qui permettent de le faire dans du collectif, en milieu urbain dense. 3 outils. Un outil qui permet de trouver un lieu d'habitat et qui met en perspective notre capacité financière, nos modes de vie urbains et notamment de mobilité avec nos attentes en termes d'équipement des territoires, pour qu'on puisse commencer à se sentir bien dans un territoire, pour qu'on puisse l'appréhender, pour qu'on puisse créer du lien social avec ce territoire, dans une dynamique centrale qui est évidemment la dynamique économique et celle du prix. Parce que quand on parle de logement, on parle de mètres carrés. Le premier motif de déménagement d'un ménage en France, mais partout dans le monde d'ailleurs, c'est gagner plus d'espace, avoir plus de budget. Donc comment est-ce qu'on peut trouver des moyens d'avoir plus de budget ? Peut-être en sortant parfois de certaines formes de psychogénéalogie qui font que on est tous un imbécile qui est né quelque part, donc on est né là, on a envie de rester là, et en fait on ne sait pas forcément qu'un Grand Paris Express, un nouvel aménagement urbain nous permettrait de mieux vivre. Donc mettre tout ça en perspective pour pouvoir ensuite, grâce à ce qui a été pré-généré par du BIM, mais aujourd'hui par la numérisation possible des bâtiments, permettre à chacun d'exprimer son souhait de façon programmatique, de façon très rationnelle et très contrôlée, pour produire un logement dans lequel on a tous le droit de choisir la taille de notre cuisine, de savoir si elle est ouverte ou fermée, de notre salle de bain, une douche, une baignoire. Moi, j'aime pas les douches, je préfère les bains. Enfin, voilà, c'est un mode d'expression. Donc depuis le lieu d'habitat jusque la forme d'usage de cet habitat, dans une dynamique qui est celle qui prospère, je crois, le plus aujourd'hui, puisque c'est celle qui permet à chacun d'être dans cette dynamique d'ultra-qualification et personnalisation, qui est celle du choix et du tiers de confiance. Donc nous, on a dès le départ refusé les avances qui nous étaient faites par des industriels du bâtiment pour pouvoir garder cette indépendance qui permet d'être un peu un tiers de confiance. En tout cas, on a un certain nombre de critères, notamment l'horizontalité, la transparence, qui doivent permettre un choix averti à chacun, et qui est une plateforme numérique de nouvelle génération, en ce qu'elle ne vient plus, comme toutes les marketplaces, proposer des produits dans des verticales avec des critères de sélection qui vous permettent de choisir celui qui vous correspondrait le mieux, toujours dans une dynamique un peu de compromis, qui est celle qu'on cherche à casser et à disrupter dans le monde de l'immobilier, et qui vient donc mettre de façon un peu 2.0 pour ce qui est des plateformes numériques, en perspective une capacité de production, donc des opérateurs immobiliers, des promoteurs, des aménageurs qui décident de dire que oui, ce programme immobilier va être ouvert à l'expression du besoin, avec l'expression de besoin, de désir, qui sont canalisés dans une interface qu'on appelle une UX, une User Experience, une expérience d'utilisateur, qui va, elle, conduire chacun d'entre nous à pouvoir exprimer ses besoins. Tout ça, ça finit par créer une offre très différenciante, puisqu'elle est la somme de singularités, et elle n'est plus l'addition de standards ou de typologies standardisées. Elle permet, du fait de la suppression de la commercialisation, donc on est une plateforme de commercialisation mais qui supprime la commercialisation, de réduire les coûts, puisqu'on ne va plus pousser du marketing, de la pub, payer des vendeurs pour tout ça, mais qu'on vient mettre en synergie sur cette plateforme tout un tas d'opérations et tout un tas de moyens. Donc on a des usines, la production de landing page, on fait du marketing digital centralisé, et on sécurise en même temps pour les opérateurs ces besoins, ce programme, des futurs acquéreurs, ce qui crée tout un tas de bénéfices et qui pourra créer de plus en plus des bénéfices économiques pour chacun. Ça permet pour les utilisateurs et les collectivités, au fil de l'empilement des datas que l'on va récupérer et de l'agrégation de ces datas, d'anticiper des besoins d'aménagement, puisque demain on pourra aussi, à l'échelle du quartier et à l'échelle de la ville, savoir qui vient l'habiter, ce qu'il souhaite en faire, ce qu'il en attend,
comment il va s'introduire dedans, et puis on pourra effectivement donner des orientations, ou en tout cas des idées, des attentes des utilisateurs sur les politiques d'aménagement. Ça facilite l'accession à la propriété et donc la pérennisation de l'implantation dans les territoires par des propriétaires occupants, bien entendu, mais on fait déjà évoluer le modèle à d'autres types d'usages. Guillaume en parlera. C'est de la propriété beaucoup plus longue. Voilà, donc c'est cette recherche-là, hein, la finalité. D'ailleurs, notre start-up est soutenue par des fonds qui ne sont pas que des fonds technologiques ou d'investissement capitalistique pur. On est aussi soutenu par des fonds de social impact. Donc on a des indicateurs de production de bien-être qui conduisent notre activité pour dire que quand le logement est au bon endroit, qu'on se sent bien dedans, qu'on a pensé dans toutes nos résidences des espaces partagés qui permettent d'augmenter notre qualité d'usage, on est bien chez soi et on est bien dans la vie, et ça peut avoir des effets surtout sur ses enfants, sur son travail, sur ses loisirs, sur l'ensemble de sa vie. Et tout ça, je conclus là-dessus pour dire qu'après 2 années de mise en pratique de ces éléments-là, il ne faut pas penser ou croire que des solutions technologiques sont des innovations à part entière. Elles ne le sont que quand elles répondent pour de vrai à des attentes sociales et que quand elles embrassent dans leur dynamique l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc c'est pas juste parce que je m'adresse à certains opérateurs en général, c'est pas juste parce qu'on a fait le petit effet de mode où on a essayé de bien faire en disant oui, on a mis du digital, on a mis de la tech, on s'est ouvert aux autres. Il faut qu'il y ait un réel engagement. Et je pense que de ce réel engagement, de toute façon, ça se fera. Ça mettra 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais tout ça doit permettre de construire un immobilier nouveau, en tout cas pour ce qui est du résidentiel, qui est celui du 21e siècle et qui sera un immobilier partagé. Donc, je vais passer la parole à Guillaume Pasquier qui va vous parler de la propriété à vie, le concept qui a été développé par la Française, sachant que c'est vraiment la question de l'accession à la propriété et du rapport à la propriété, c'est vraiment le point qui a été le premier élément où on a fait basculer le logement dans une réflexion innovante, c'est-à-dire dans une volonté très forte de faire sortir le logement des classiques, c'est-à-dire la réalisation avec une vente d'un lot de copropriété dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement classique. En fait, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années et à l'étude, on a commencé cette réflexion avec notamment la ville de Paris, qui, suite à ces commercialisations de logements dans ces zones d'aménagement concerté, s'est rendu compte que l'accès au logement à Paris était interdit à une grande majorité de personnes. Et donc, la ville de Paris a commencé à réfléchir sur les modalités, les solutions permettant de diminuer le coût du logement. Et donc, je ne sais pas si vous rappelez, mais il y a une dizaine d'années, la ville de Paris a commencé à parler de baux amphithéotiques, de baux à construction pour réduire les coûts de logement en prenant les exemples de Lyon, en prenant les exemples de Londres. Et de ça est sorti un outil juridique dans le cadre de la loi Allure, dans 3 ans, maintenant on est à 4 ans. C'était la loi Duflot, la loi Allure, où a été inventé le Brilot, donc qui était la possibilité de démembrer la propriété pour faire en sorte de diminuer le coût d'acquisition et avec une notion de propriété temporaire. La seule chose, c'est que le Brilot, c'était uniquement réservé au logement intermédiaire et donc toute une série de questions fiscales, ce qui fait que je pense qu'il n'y a jamais eu de Brilot qui est sorti. Par ailleurs, la loi Allure, c'était aussi le bail réel solidaire, mais qui, même chose, un démembrement de propriété en vue de réduire le coût à l'accession. Mais même chose, ça ne s'adresse qu'à des revenus, à des personnes à des revenus très modestes. En revanche,
on va dire, tout le reste de la population qui n'est ni dans les catégories intermédiaires, ni dans les catégories très modestes, eh bien, cette population, elle s'avérait avec des vrais besoins. Et c'est toute la réflexion qui a été menée par la Française depuis un certain nombre de mois, voire maintenant d'années, avec nous. Et je vais laisser Guillaume vous présenter ce concept et qui commence à prendre. Merci Michel. Effectivement, je vais vous présenter un peu plus que ce concept maintenant, cette réalité que nous avons mis en place qui s'appelle la propriété à vie. Et le constat, il est très proche de ce qui vient d'être exprimé par Benjamin sur le fait que le besoin de logement, il ne se dément pas et il y a peu de chances que ça change à l'avenir. Alors, moi, je vais être un peu plus aride que Benjamin parce que moi, je travaille pour une société qui est un gestionnaire d'actifs, donc on est un acteur de l'industrie financière. C'est moins high-tech que Abix. Mais les raisonnements sont très proches. On est sur un produit où il y a une demande très forte et on sait que l'offre a du mal à suivre. Alors a priori pour un acteur économique, ça donne une situation assez simple et on n'est pas les seuls, ça a été rappelé par Michel, à avoir réfléchi à une façon de solvabiliser cette demande, parce que c'est quand même ça la clé du problème à un moment. Au bout du chemin, c'est de faire en sorte que les gens puissent payer le prix pour le logement. Et donc on a réfléchi avec l'étude Chevreux d'ailleurs, qui nous accompagne depuis le début sur ce projet, sur des raisonnements qui sont assez proches de ce qui vient d'être évoqué et qui n'a pas suffisamment fonctionné pour les raisons qui ont été données. Nous, ce qu'on voulait, c'était inventer un produit qui rend le logement plus abordable et ne pas avoir ne rien avoir à demander à la puissance publique, ni d'évolution législative, ni ou réglementaire d'aucune sorte, ni de subvention d'aucune sorte et de conditions économiques particulières. Le point de base de notre raisonnement, il repose sur quels sont les choix aujourd'hui qui sont offerts sur le marché tel qu'il existe aux ménages qui souhaitent se loger. Et en réalité, c'est assez binaire. Il y en a deux. La location classique, qui a l'avantage d'être accessible financièrement, mais qui a l'immense inconvénient d'être un mauvais choix pour la gestion de son épargne. Et puis la propriété pleine classique également, qui est un peu le Graal, qui est ce que tout le monde, à un moment ou à un autre, souhaite et envisage, mais qui a le grand défaut d'être très cher, surtout si on veut rester dans des logements bien placés pour avoir un bon accès à tout ce qu'on souhaite, que ce soit les écoles, mais surtout les bassins d'emploi les plus dynamiques. On voit bien dans les métropoles, pas seulement à Paris, mais surtout à Paris, les prix augmentent. Et donc souvent, les gens se trouvent confrontés à un choix perdant-perdant. Soit ils restent locataires, soit ils deviennent propriétaires, mais dans un logement qui n'est pas celui qu'ils souhaitent, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent de la zone centre, ils augmentent leur temps de trajet, ou alors ils se serrent dans un logement qui est trop petit par rapport à leurs besoins. Et donc, nous, ce qu'on a inventé, c'est, par opposition à la propriété pour l'éternité, la propriété pour la vie. Et le principe de ce produit, il est en fait assez simple. C'est-à-dire que ce qu'on vend, c'est un titre de propriété pour une durée de 50 ans. Et on verra après pourquoi ça s'appelle propriété à vie. On vend, donc pendant ces 50 ans, la personne qui nous achète ce titre de propriété, elle est exactement comme un propriétaire. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut dans son logement, c'est elle qui paye la taxe foncière, elle peut le mettre en location, nous n'avons rien à dire, elle le met en location à qui elle veut, au prix qu'elle veut, dans les conditions qu'elle veut, elle peut le céder, étant entendu qu'elle ne cède que la durée restante du contrat. Hein. Si elle a acheté 50 ans et qu'elle veut céder au bout de 10 ans, eh bien elle cède 40 ans. Et de même, elle peut transmettre, étant entendu une nouvelle fois qu'elle ne transmet que la durée restante. Si malheureusement elle décède après 25 ans, eh bien ses héritiers héritent de 25 ans de propriété. Avec ces conditions-là, le prix est décoté par rapport au même bien en propriété pleine de 30 à 40% suivant les secteurs. Donc ça veut dire, et c'était un peu le début de notre raisonnement pour vérifier qu'il y avait une zone de chalandise, notre raisonnement financier cette fois, ça veut dire qu'en termes d'efforts mensuels pour se loger,
ce que coûte le remboursement, on imagine que les gens achètent ce titre de propriété pour 50 ans avec un emprunt. Ce que coûte le remboursement mensuel de l'emprunt pour acheter ça, c'est peu ou prou exactement la même chose que ce que coûterait le fait de se loger en locataire, en loyer, le loyer qu'on paierait pour se loger dans le même. Et évidemment, là, on voit bien l'intérêt du ménage, c'est que le loyer, par définition, il ne s'arrête jamais, tandis que l'emprunt, une fois que vous l'avez remboursé, et vous l'avez remboursé bien avant la durée des 50 ans, et bien après, vous n'avez plus rien à rembourser et vous êtes logé, entre parenthèses, gratuitement. Donc, voilà l'intérêt pour le ménage. Ensuite, pour compléter le dispositif, on s'est dit deux choses, et on a rajouté deux clauses à ce contrat de propriété à vie. La première, c'est, ce qui donne le nom au produit, c'est le fait que si d'aventure les gens restaient 50 ans dans le bien, on ne va pas ensuite leur demander de nous le rendre à des personnes qui auraient à ce moment-là 85, 90 ans. Ce n'est pas réaliste. Et c'est très insécurisant, c'est très anxiogène pour le client. Et donc, on a traité cette question de façon très simple en ajoutant une clause qu'on appelle la clause sur la vie, qui est que si, au terme du contrat de 50 ans, le preneur est toujours dedans, ou du moins n'a toujours pas ni cédé ni transmis le contrat, eh bien, ça devient automatiquement un usufruit à l'euro symbolique jusqu'à son décès. Donc il est sécurisé, il est véritablement sécurisé jusqu'à la fin de sa vie. Alors, cette clause-là, elle est assez symbolique, parce qu'on sait bien que quasiment personne ne reste 50 ans dans le même bien, mais elle est importante pour sécuriser les gens, pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude, pour couvrir ce cas-là. La deuxième clause est beaucoup plus importante, c'est la clause de liquidité, qui s'adresse en fait, qui garantit aux gens qu'au moment où ils veulent partir, ils pourront bien revendre ce contrat. Ils peuvent, je l'ai déjà dit, le faire sur le marché libre. Hein. S'ils trouvent un acheteur, eh bien, ils peuvent lui vendre, il n'y a aucun problème. Nous, on n'a rien à dire. La seule chose qui est importante, c'est qu'au bout des 50 ans, ça nous revienne. Mais on anticipe que ce ne sera pas forcément simple. Et par conséquent, on met une clause dans le contrat initial, une clause de rachat automatique à première demande du preneur, qui est que si à un moment il veut partir, sur simple préavis de 3 mois, il nous dit s'il vous plaît, rachetez-le moi, et on lui rachète la durée restante de l'occupation à un prix qui a été fixé dès le début, et qui est donc totalement sécurisé et sans surprise, avec une formule de calcul extrêmement simple. Alors, cette clause-là, elle est importante parce que l'un des constats sur le marché du logement, c'est que les gens restent plutôt entre 8 et 10 ans en moyenne dans un bien, suivant les secteurs. Et l'un des problèmes souvent, c'est que on est un peu scotché à son logement parce que le coût de frottement du déménagement, ou alors pire que ça, pour les gens qui sont dans le logement social, on le sait bien, une fois qu'on en a un, même si d'un seul coup on trouve un travail qui est 3/4 d'heure plus loin, mais on ne va pas changer parce qu'on ne veut surtout pas le perdre. Et donc on voit bien que le phénomène d'être scotché dans son logement, c'est un vrai risque, et avec notre système, on organise de la fluidité totale. Et par ailleurs, je fais un petit aparté sur notre modèle économique à nous, on compte bien plus sur les gens qui vont activer cette formule et nous rendre le bien au bout de 10-15 ans, que sur ceux qui iront jusqu'au bout des 50 ans et qu'on le récupérera plus tard. C'est aussi un élément clé du dispositif de notre point de vue. Alors oui, ça c'était ma courbe, pardon, je l'ai commenté, c'est à l'écran, je l'ai commenté tout à l'heure. Vous avez les 3 courbes de ce que coûte mensuellement de se loger dans un même bien. Alors on n'a pas mis les hypothèses, enfin c'est valable à peu près pour tous les endroits où on va faire ce produit. En bleu, vous avez la courbe de la location, donc le loyer. Donc vous voyez bien, il y a 50 ans, il y a 50 ans représentés, c'est la dépense mensuelle. Donc là, elle est à 650 €, à peu près 700 €. En gris, ce que vous devriez payer pour rembourser l'emprunt pour acheter le même bien, et on voit bien que la courbe grise, elle part beaucoup plus haut que la courbe bleue, donc on voit bien que pour beaucoup de gens, c'est simplement pas possible. Et notre courbe à nous, en rouge, c'est la propriété à vie. Donc au départ, c'est le même prix que le loyer, mais la grosse différence, c'est que d'abord, il n'y a pas d'indexation, puisqu'une fois que vous avez payé le prix, vous l'avez payé. Votre emprunt, il n'est plus renégocié. Et au bout de 20 ans, vous avez fini de rembourser l'emprunt. Et j'aurais pu ajouter une deuxième courbe, c'est pour les ménages, qu'est-ce qu'ils constituent en épargne. Puisque si on leur rachète, ce qu'ils achètent, c'est pour 50 ans, et l'emprunt qu'ils prennent, c'est pour 20 ans, typiquement. Et donc, ils remboursent l'emprunt beaucoup plus rapidement que la perte de valeur du fait de la consommation du temps. Si par exemple ils nous le revendent avec la formule de rachat au bout de 10 ans, au bout de 10 ans typiquement ils ont remboursé à peu près la moitié de l'emprunt,
Tandis que nous, on leur rachète à peu près 80% de la valeur initiale. Et donc, ils ont constitué, grâce à leur logement, une épargne considérable qu'ils vont pouvoir réinjecter dans leur projet suivant. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est ? On est en train de tester ce dispositif sur des premiers programmes tests en région lilloise. Je ne vous explique pas pourquoi on a choisi Lille. Mais le constat, c'est que ça marche très bien et ça nous permet, ça rencontre un public et ça nous permet d'ajuster, d'abord d'ajuster la cible client qui est intéressée et puis d'ajuster le discours commercial. Sur la cible client, c'est intéressant parce qu'on constate que c'est un produit qui est typiquement destiné aux jeunes ménages qui sont en train de faire grandir la famille, disons, qui ont bientôt deux enfants et qui ont donc typiquement entre 30 et 35 ans. Et le raisonnement des premiers acquéreurs est le suivant. Ça me permet de rester dans le quartier où j'ai envie de vivre plutôt que de m'éloigner. Premier raisonnement, ça c'est celui qu'on avait anticipé. Et puis le deuxième, celui-là on l'avait moins anticipé, c'est ça me permet de sortir de la location plus tôt. C'est-à-dire que je gère ma phase de constitution d'apport, parce qu'au départ je n'ai pas d'économie, plutôt qu'en étant locataire, je la gère grâce à une propriété à vie. Et mon plan, mon projet, c'est de partir au bout de 6-7 ans en activant la formule. Et à ce moment-là, je sais combien j'aurais économisé grâce au système, ce que je n'aurais évidemment pas économisé en étant locataire, puisque ce serait totalement évaporé. Et je le réinjecterai dans mon projet d'achat. Donc ce sont des gens qui étaient dans une démarche de devenir propriétaire à 35-36 ans et qui vont devenir propriétaires à vie, plutôt à 28-29, dans l'idée qu'à ce moment-là, un peu plus tard, ils pourront reprendre leur parcours initial. Dernier élément, c'est qu'est-ce que ça veut dire, plus intéressant pour vous sans doute, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur le logement qu'on construit. Alors, parce que évidemment, tout ça, il va falloir qu'on produise des logements qui sont adaptés. Parce que, en gros, nous, on est assez modeste, on se dit, on rend du pouvoir d'achat immobilier aux gens. Comment vont-ils l'utiliser ? Est-ce qu'ils vont en profiter pour être toujours au maximum sur leur logement, simplement en prenant plus grand, mieux placé, meilleures prestations, etc. Est-ce qu'ils vont plutôt se dire, bah voilà, je vais dépenser moins pour me loger au même endroit que ce que j'aurais fait plus cher ? Et je vais utiliser cet argent autrement pour des services, pour constituer de l'épargne différemment. Tout ça, on ne le sait pas. Et donc, on est avec nos premiers clients vraiment dans une démarche de compréhension de comment ils gèrent leur épargne et comment ils la consacrent au logement. Et c'est pour ça que travailler avec des gens comme Abix, c'est très intéressant parce que ça nous permet en amont de réfléchir à mais qu'est-ce qu'il faut qu'on offre sur un produit comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on offre comme prestation que les gens n'auraient pas pu se payer autrement ? Et je pense qu'à terme, notre dispositif, il aura des impacts sur la façon dont est cru du logement. Aujourd'hui, les évidences, c'est qu'avec ce produit-là, on ne fait que des logements de grande taille. On ne fait que des logements de grande taille, ça colle au type de client que je mentionnais tout à l'heure. Personne va se projeter pour 50 ans dans un studio. Donc nous, on ne fait pas de studio. On commence au T3, et plutôt au T3 généreux en surface. Voilà. Ce qui, incidemment, n'est pas pour déplaire aux élus locaux à qui on en a parlé, puisque c'est typiquement le genre de population qu'ils ont du mal à garder dans les centres-villes et qu'ils souhaitent garder. Donc on est plutôt bien reçu en général par les élus locaux et les aménageurs publics. Merci beaucoup Guillaume. Je pense que peut-être que vous aurez des questions une fois que François Roth sera intervenu. Alors là, c'est comment on change notre rapport à la propriété. D'ailleurs, on voit aussi que vous commencez aussi à réfléchir aux impacts que ça va avoir sur la façon d'habiter, sur les services dont on va avoir besoin dans le cadre d'un logement. Eh bien, cette réflexion, je pense que chez Colony, vous êtes en train de la mener, on va dire, de manière accélérée en ce moment, parce que ça bouge beaucoup. Et donc, je vais vous laisser la parole pour nous parler de toute votre réflexion sur la nouvelle manière d'habiter ensemble. Merci beaucoup. Alors nous, on s'occupe un peu de tout ce qui se passe avant. Je serais assez curieux de savoir un peu la moyenne d'âge de vos clients, mais j'imagine déjà avec les T3 qu'on doit être au-delà de 40 ans ou à peu près, ouais. Plutôt à 30-35, ok. Ouais. Bon, nous, on s'occupe un peu de tout ce qui se passe à partir du moment où vous avez 23 ans et jusqu'à ce que vous ayez souvent le pouvoir d'achat pour pouvoir acheter. Parce que habituellement,
On constate aujourd'hui que pour être primo-accédant, on a pris quasiment 10 ans dans les dents par rapport à la génération de nos parents pour un bien équivalent. Parce que le prix a augmenté beaucoup plus fort que notre pouvoir d'achat et nos salaires. Notre constat aussi, c'est que les usages ont énormément évolué. Aujourd'hui, on a fait un produit qu'on a designé à la base pour les digital nomades. Alors c'est un peu tarte à la crème, mais c'est comme ça qu'on est parti, parce qu'on en était un peu nous-mêmes. Ce qu'on constate, c'est que des diplômés du supérieur en France et en Europe, ils changent de métier en moyenne tous les 24 mois dans leur vie. Là où nos parents en faisaient environ en moyenne 2 ou 3 dans toute leur vie, nous c'est tous les 2 ans, on change de métier. Même quand vous êtes au sein d'un même groupe, vous allez changer de métier à peu près au même rythme. Et à chaque fois que vous changez de métier, il y a de grandes chances que vous changiez de localisation. Quand c'est pas pour partir à l'étranger ou dans une autre ville, désolé, mais Paris, en fait, c'est même pas une ville, c'est une énorme agglomération. Et quand vous êtes à Issy-les-Moulineaux, à Montreuil ou à Saint-Lazare, a priori, vous n'allez pas avoir le même besoin d'appartement au même moment. On a d'autres mauvaises nouvelles à vous donner aussi, c'est qu'il y a un mariage sur 2 qui finit dans un divorce en France en ce moment, et que dans pas mal d'arrondissements parisiens, on a dépassé les 2 sur 3. Dans le 19e arrondissement, les enfants qui sont scolarisés, à plus de 25% sont issus d'une famille monoparentale. Voilà. Donc tout ça, ça implique qu'en fait, se mettre un boulet au pied pour acheter, il y a une longue durée dans sa vie où c'est pas forcément ce qu'il nous faut, et en tout cas, même si c'est ce qu'on a, on pourra peut-être pas le garder le temps de l'emprunt par exemple, et il faudra peut-être trouver des plans bis. À côté de ça, on a une génération qui de plus en plus, et même au-delà des digital nomades, même au-delà, apprend à valoriser l'utilisation beaucoup plus que la propriété. Si vous avez un petit bonus de 5 000 € à la fin de l'année, il est plus probable que ça vous fasse rêver de partir 15 jours à Cuba plutôt que d'aller acheter un nouveau lave-linge et une Fiat 500. C'est aussi un changement de paradigme. La propriété, ça passionne pas trop. On préfère s'abonner à Vélib quand ça fonctionne plutôt que d'aller acheter un VTT où on sait que dans les 3 mois, il est volé. Donc l'utilisation, c'est aujourd'hui ce qui a de la valeur. On ne va pas acheter des DVD à la FNAC, on va s'abonner à Netflix. Donc l'usage par le juste service au bon moment, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus populaire et qu'on retrouve aussi sur le mobilier. Enfin, génération sociale. C'est une génération qui a grandi en regardant Friends à la télé, qui attendait qu'une seule chose, c'était de partir chez papa et maman pour se mettre en coloc. On l'a un peu tous fait. Pendant très longtemps, on quittait la colocation quand on avait son premier CDI, qu'on arrivait à emménager dans un T2. En fait, on se rend compte dans les enquêtes aujourd'hui que le fait générateur pour quitter une coloc, c'est plus du tout d'avoir un CDI, c'est d'aménager en couple. Donc en gros, tant qu'on reste encore en solo, tant qu'on fait cavalier seul, les gens prennent juste des colocs qui sont plus grandes, plus spacieuses, plus luxueuses, mieux situées, plus chères, mais ils ne quittent pas la coloc. C'est vraiment un format qui a encore un marché, et aujourd'hui on constate même qu'il y a des familles qui restent pendant pas mal d'années encore en coloc avec des amis, et je pense d'ailleurs qu'il y a tout un avenir sur l'habitat participatif qui pour moi aussi est le pendant de la propriété, mais sur du co-living aussi. Donc nous, on est parti des digital nomades et on a ouvert des espaces, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait des demandes qui étaient beaucoup plus au-delà des digital nomades. On s'est rendu compte qu'on avait énormément d'expatriés, des gens qui arrivent sur des territoires en France et qui en fait sont là pour une durée déterminée. Et quand vous êtes américain, vous travaillez pour L'Oréal et qu'on vous emmène ici pour 24 mois, vous n'allez pas acheter. Donc il vous faut une solution pour habiter clé en main parce que vous avez autre chose à faire que d'aller chez Ikea, vous avez envie de rencontrer du monde parce que vous connaissez probablement personne à part des collègues, et vous avez besoin de services. On a eu plein de cas qu'on n'avait pas du tout identifiés au départ. Donc on l'a dit aussi, les familles monoparentales, des gens en séparation. On a eu des gens qui avaient plus de 60 ans qui étaient divorcés, qui m'ont dit moi je suis propriétaire de mon appartement, mais en fait je loue et je viens chez vous parce que je peux plus voir mes potes depuis 40 ans, c'est toujours les mêmes têtes. En plus maintenant ils sont en train de prendre parti pour moi ou ma femme, donc qu'est-ce que je fais? Moi je veux avoir des événements, moi aussi je veux aller faire du yoga et aller avoir des événements le soir. On a aussi des gens qui deviennent propriétaires, mais sauf que quand vous vendez votre appartement et que vous en cherchez un autre, faut avoir beaucoup de chance pour que tout soit coïncide au même moment, et donc souvent ils sont dans des périodes de transit. Il y a aussi des gens qui font des travaux de leur appartement pendant 3 mois, 4 mois. Autant de vous dire, à Paris, surtout quand on a, bon alors c'est plus le cas en ce moment et ça va sûrement revenir, quand en plus vous avez les loyers qui sont encadrés, si vous allez voir un bailleur et que vous lui expliquez en toute honnêteté que vous êtes là pour 3 mois au max 6 parce que de toute façon vous avez un plan bis, votre dossier dans les 5 minutes il est dans la poubelle. Parce que si de toute façon on commercialise à un prix déterminé, forcément je vais prendre le moins risqué, celui qui va rester le plus longtemps. Donc vous êtes le dernier de la file. Donc tous ces profils, c'est des gens qui à un moment ont besoin de clés en main, de communauté et d'un produit locatif qui répondent à leurs besoins au bon moment. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ?
on a designé un produit en partant d'une feuille blanche. Et on s'est dit comment on fait pour qu'il y ait des gens qui ont entre 18 et 65 ans en gros, qui puissent vivre au même endroit et que ça se passe bien. Et on a axé ça sur 3 grands axes, donc les espaces, les services et la communauté. Donc les espaces, on est plus et dans un marché hyper tendu, ça je le précise aussi, on est dans un produit qui fonctionne que dans des métropoles où le marché de l'habitation est très tendu. Sur les espaces, notre constat c'est qu'on n'est pas un produit de colocation. Vous ne partagerez jamais chez Colonize vos toilettes, votre douche, ni même un frigo ou une salle de bain. Vous êtes entièrement autonome parce que la communauté c'est sympa quand elle ne s'impose pas à vous. Donc parfois on a passé une mauvaise journée au boulot, on a envie de claquer la porte, de se faire un plat de nouilles et de regarder la télé. Bah, ça vous pouvez le faire chez Colonize sans croiser personne à part dans les couloirs. La deuxième chose par contre, c'est que les espaces communs, c'est bien quand ils ont un usage et quand ça vous apporte quelque chose que vous ne pouviez pas vous payer autrement. Donc ce qu'on a fait, c'est 2 typologies. On a fait les semi-communs. Les semi-communs, ça vous permet d'avoir du relationnel avec vos voisins directs. Donc c'est des grands salons cuisine qui viennent en doublon avec vos petites kitchenettes, qui vous permettent, quand vous invitez 4 potes, qui vous permettent quand il y a un match de foot de la Coupe du Monde, qui vous permettent quand il y a le dernier épisode de Game of Thrones, de partager ça avec vos voisins directs, vos amis, parce qu'il y a peut-être un pote qui va prendre une unité à côté de vous, d'avoir un grand salon cuisine de 50 mètres carrés, complètement équipé, où vous allez pouvoir avoir des moments de convivialité quand vous avez envie de voir du monde. Parfois on a aussi envie de voir du monde, mais on n'a rien organisé, ou on a nos potes qui ne sont pas dispo. Bah, c'est genre dans l'endroit où on recrée en fait du tissu, on recrée du lien social, ce qu'on a malheureusement un peu tendance à perdre, surtout dans les grandes métropoles. Et enfin, on a ce qu'on appelle les super communs. Et les super communs, en fait, ça c'est possible quand on est sur un produit comme Colonize, et ce qu'on n'arrive pas à faire dans les copros justement, parce que nous on a un gestionnaire et que c'est prévu dans les charges. C'est-à-dire que tous ces espaces qui aujourd'hui sont des mètres carrés qui valent quasiment rien, donc des rez-de-chaussée sans commercialité, des sous-sols, des extérieurs, aujourd'hui c'est pas compliqué. Moi j'ai une copro, par exemple, on a un jardin qui est immense en plein Paris, il est inaccessible, il est fermé parce qu'ils veulent pas payer l'entretien. Ça c'est vraiment ridicule, et nous c'est à partir du moment où vous avez un gestionnaire et qu'on s'en occupe, vous pouvez rendre de l'usage à tout le monde. Donc plutôt que d'avoir des caves qui servent à rien, on va mettre une salle de sport, on va mettre un rooftop végétalisé, on va mettre une salle de cinéma. Aujourd'hui on a fait des salles de création pour jouer de la musique, pour faire du do it yourself. On a toute une typologie de salles qu'on peut faire et qu'on peut mutualiser avec les voisins directs, où là on va vraiment créer quelque chose que pour le même budget vous ne pourriez jamais avoir dans une métropole. Les services enfin, le digital est au cœur de notre réflexion. Aujourd'hui, quand vous allez chez le notaire pour acheter, on vous propose la signature électronique. Bah, sur un bail d'habitation, ça n'existe pas. Nous, on l'a mis en place. Et aujourd'hui, les premiers retours qu'on a et les gens qui adorent, c'est qu'on a 95% d'étrangers et les gens nous en disent mais c'est incroyable, j'ai pu signer votre bail traduit en anglais en plus, merci, depuis Rio de Janeiro ou du Pakistan. Ça aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous êtes étranger, vous arrivez en France, bon courage. Déjà, vous avez intérêt à avoir un assimil, à bien parler français parce qu'un broker en moyenne, il saura pas vous répondre. Et ensuite, une fois que vous êtes sur place, vous avez un bon pote qui va vous accueillir ou avoir les poches profondes pour vous payer un Airbnb parce qu'il va falloir au minimum 1 mois avant de trouver une solution pérenne d'habitation. Bon, bah chez nous, il n'y a pas besoin. Avant même d'aller à l'aéroport, votre logement, il est sécurisé, on vous attend et on même met en place maintenant des clés électroniques directement sur votre téléphone si vous arrivez à 3h du mat. Comme ça, nous, on n'a pas besoin de se réveiller pour vous accueillir. 100% équipé, ça c'est aussi sur la réflexion sur l'usage. Moi je ne suis pas super content d'avoir acheté le dernier matelas Ikea 40 cm d'épaisseur ensuite. Par contre je suis content de dormir dedans. Donc nous ce qu'on part du principe c'est qu'on va vous acheter du matériel hyper qualitatif, hyper confortable, professionnel, mais vous n'avez pas à vous en occuper. Donc vous avez tout qui est fourni. Si vous avez envie de remplacer avec des choses qui sont à vous, prenez-les. Habituellement les gens se déplacent rarement avec leur fauteuil préféré, mais si c'est vrai, on vous fera de la place et vous pourrez l'utiliser. 100% flexible, on est sur des baux aujourd'hui qui sont d'une durée d'1 mois, en meublé avec service, avec un préavis de départ de 7 jours. L'idée vraiment, c'est qu'on est là en tampon. Si vous êtes à la recherche d'un appartement de 100 mètres carrés avec votre copine, mais que juste vous avez besoin d'être là, venez chez nous. Si au bout de 2 mois et demi, vous avez trouvé, on sera ravis que vous partiez. Mais peut-être que vous aurez un bon souvenir de nous, vous en parlerez, ou peut-être que vous reviendrez quand vous vous séparez de votre copine, on ne sait rien. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus et vous faites partie de la communauté. On va encore plus loin, vu qu'on est dans des produits tendus, on propose des services de vous partez en vacances ou en mission ailleurs, mais pourquoi vous payez un loyer si vous n'êtes pas dedans? C'est vraiment l'immobilier comme un service. Donc si vous êtes à Paris, chez nous dans le 4e, et que vous partez 1 mois à New York ou faire un road trip ou bien en mission à Bordeaux, dites-le nous. Nous, on va stocker vos affaires à la cave et on va faire du yield management sur votre unité. Vous êtes limité à 30% en votre nom pendant votre absence et vous ne payez pas de loyer pendant que vous n'êtes pas là. Donc on vous rend vraiment en plus du pouvoir d'achat sur votre immobilier. 100% inclus.
Pareil, alors moi j'ai travaillé à Londres, en Autriche, un peu en Afrique. Je me rends compte que sur les 2 ans que j'étais à l'étranger, je n'ai jamais souscrit une box internet. Parce que genre juste c'est pas possible quoi. Enfin, il faut un compte sur place, il faut faire des trucs mais qui sont démentiels en complexité. Je pense que quelqu'un qui est expatrié ou qui arrive dans une nouvelle ville, vraiment, mais c'est un enfer d'aller souscrire à des contrats de fluide, de services ou ainsi de suite. Donc nous on s'occupe de tout, tout est compris. Et derrière on met en place des services additionnels à la demande qu'on branche et qu'on débranche en fonction de ce qu'on voit ou ce qui fonctionne pas. Donc par exemple c'est du ménage de vos parties privatives à la demande. Vous laissez vos affaires sales dans un sac, on va faire du pick-up, on l'emmène au pressing, on le remet directement dans votre armoire. On a des services de location de vélos électriques, on fait des cours d'œnologie, des cours de sport, enfin vraiment il y a toute une partie événementielle qu'on essaye de créer et on va voir ce qui fonctionne et à mon avis on n'aura pas les mêmes services aux mêmes endroits. On a un projet destiné quasiment à 50% à des familles monoparentales. Là le service c'est pas compliqué, il y a 2 filles au père qui habitent dans l'immeuble dont la rémunération et le loyer est supporté par les familles monoparentales qui sont dedans, vous êtes coincé en réunion au-delà de 18h, vous prévenez, il y a quelqu'un qui habite dans votre immeuble qui va chercher votre enfant, qui s'en occupe dans les espaces communs et qui peut même limite aller le coucher dans votre propre appartement. La communauté, ça c'est assez clair. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça vive. On essaye de trouver des profils relativement cohérents. On est sur un marché hyper tendu où finalement, trouver des communautés de 50, 100 personnes dans un même immeuble, c'est pas compliqué. Les gens sont même capables de se déplacer un peu quand on leur fournit enfin du service et quand on les considère comme des clients pour un produit. Et on a des designs designés pour l'échange sur les espaces. Vraiment, ça c'est essentiel pour nous. Une communauté, ça commence à partir de 2. On essaye à tout prix d'éviter l'effet horrible résidence étudiante avec un couloir, des studios et une grande salle qui sert à servir le petit déjeuner et qui est tout le temps vide ou assez froide. Donc nous, on essaye de vraiment avoir des espaces communs qui vont de 8-9 mètres carrés jusqu'à 100 pour des trucs beaucoup plus ambitieux. Derrière, on pense sincèrement qu'une communauté alumni va voir le jour. Aujourd'hui, on est dans quasiment toutes les métropoles françaises sur des projets qui sont en cours de dépôt de permis et bientôt livrés. On commence à regarder à l'étranger. Pourquoi pas demain proposer des solutions d'extrême flexibilité pour vous accompagner quand vos obligations professionnelles vous poussent à aller à l'étranger pendant certaines phases. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir. Et pourquoi pas aussi demain trouver même des solutions, pourquoi pas, où vous pourriez même devenir propriétaire d'une certaine façon d'un produit de co-living locatif en s'appuyant, en fait, en s'adossant à un produit de pierre-papier qui pourrait détenir les murs du produit. Notre constat aujourd'hui, c'est que c'est un produit qu'on a designé plutôt pour des célibataires, qui est déjà en train d'évoluer. Maintenant, on a des unités pour couple, on a des unités pour familles monoparentales. En fait, demain, l'immobilier locatif avec service, je ne vois pas fondamentalement pourquoi il ne pourrait pas concerner des familles de 4 ou 5 personnes en plein centre-ville. Il y a des gens aujourd'hui qui ne seront sans doute jamais propriétaires, même parfois par choix. Et en fait, ce désir de communauté, on se rend compte que par contre, il est omniprésent dans toutes les activités, dans tous les moments de la vie. Donc on pense que ça peut vraiment apporter des solutions concrètes à beaucoup de situations très diverses. Voilà à peu près. Donc là, vous avez les localisations, on a des projets, on travaille un peu avec tout le monde. Et on commence à regarder l'étranger, donc Benelux, Suisse et Allemagne actuellement. Voilà. Merci beaucoup, François. Est-ce que vous avez des questions ? Hôtelier qui aurait le fond mais pas les murs. En fait, sur un logement ferme, on assure un rendement locatif fixe à des investisseurs mûrs qui vont l'acheter en VFA au promoteur. Donc c'est vraiment tripartite, un constructeur, un investisseur, un exploitant. Vous avez comparé différents modèles avec beaucoup de conviction, chacun. La propriété plutôt classique avec AVIX, mais avec une commercialisation différente. La française avec un modèle de propriété temporaire et enfin une forme de location de nouvelle génération. Vous avez montré un diagramme assez intéressant, on voit les courbes de prix de revient en fonction des temporalités d'investissement. En tout début de vie, on voit que finalement le loyer peut être une solution qui peut être plus économique si je regarde ce diagramme jusqu'à 9 ans. En tout cas, ce que je comprends, c'est que finalement chaque tranche de vie répond à un certain produit. Est-ce que vous envisagez de cumuler les modèles pour faire un produit colonie, AVIX,
Alix, la française. Alors, on sort d'un atelier sur les matériaux où on voit que chacun finalement vendait sa technologie, et au final la conclusion c'était on a intérêt à travailler ensemble parce que chaque matériau répond à une problématique particulière. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi sur vos modèles? On a déjà acté le lien logement à vie Alix, mais quand j'entends François parler, ça me donne pas mal d'idées sur la mixité fonctionnelle. Je pense qu'ils ont dû en parler pas mal sur le sujet des tours précédents. Enfin, je pense que la ville devient d'une telle densité qu'il est intéressant de mixer, même plus qu'à l'îlot, aux bâtiments, différents usages. Et que quand nous, on a fait des espaces partagés chez Alix, un point fort de l'habitat, de l'usage de la ville de demain, ça serait génial que ces espaces partagés soient gérés, améliorés, augmentés. Et puis pourquoi pas que cet immeuble, on a déjà fait cette expérience-là en 2010, puisse venir se mêler aussi avec de l'intergénérationnel. Et là, Colonie trouve toute sa place en même temps que les différents modes de propriété, d'usage. C'est ce qui permet la richesse, l'ouverture et le lien social. Ouais, même réponse sur ce qui a été montré par Colonie sur les services. Ça, c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup et qui est très compatible avec ce qu'on fait. En revanche, il y a un point intéressant, c'est quand tu as commencé au début à montrer la réflexion sur qui reste dans la colocation, on voit qu'en fait, ce qu'on raconte un peu, c'est qu'on pourrait éliminer totalement la location classique. Parce que nous, on arrive juste après. Nous, nos cibles clients, c'est précisément ceux qui sortent de chez toi, basiquement. Au moment où ils ne veulent plus être dans ce modèle-là, nous, ce qu'on proposerait à la limite, c'est qu'ils fassent ce modèle-là plus longtemps, comme c'est votre intuition. Et au moment où ils veulent basculer dans quelque chose de plus classique, ils pensent à la propriété, ils ne peuvent pas, et hop, ils arrivent dans la propriété à vie sans jamais passer par la case location classique. Je pense que c'est un... Alors, c'est pas nous qui allons l'organiser, mais ça pourrait se passer comme ça, si nos analyses sont bonnes. Sachant que le capital créé par la propriété à vie leur permettrait de devenir complètement propriétaire par la suite. Une question sur ce graphique, où se situerait votre courbe? Nous, on est en locatif, on essaye systématiquement d'être à peu près dans le marché des prix. Nous, en gros, nous, on vend de l'usage plus que du mètre carré. L'idée, c'est combien ça coûte d'habiter dans un 25 mètres carrés dans la zone où on a notre projet. Et nous, ce qu'on va fournir, c'est plutôt un 18-19 mètres carrés, mais avec 300 mètres carrés d'espace commun plus les services associés, pour le même prix. Donc en fait, habiter chez Colonie, ça ne vous coûte pas plus cher théoriquement que d'habiter avec vos propres moyens dans un studio, dans un T2. La seule différence, c'est que vous n'avez rien à faire et que vous rétrocédez une partie de vos privatifs que vous donnez à la communauté. Et du coup, vous avez aussi plus. En fait, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que d'un point de vue financier, la courbe bleue, elle est toujours moins bonne que la rouge. Mais il n'y a pas que le financier. Il y a aussi la qualité de vie qu'on veut. Et l'usage, là, vous avez un avantage énorme. C'est-à-dire qu'en termes d'usage, si vous êtes au même prix que le loyer classique pour la même surface, c'est incomparable. Et ça, c'est pas sur la courbe. C'est pas sur la même surface, c'est une partie privative plus petite, si j'ai compris. Nous, la cote-part est la même. En fait, on a toujours 25 mètres carrés par personne dans nos programmes, et c'est 18-19 de privatifs, et après des cotes-parts d'espace commun. Donc c'est notre façon de consommer les mètres carrés. En gros, c'est que si vous faites du sport une fois par mois dans une salle, vous n'allez jamais vous acheter un rameur ou un vélo chez vous, parce que vous n'allez pas griller 3 mètres carrés pour un truc que vous êtes 1 heure par mois. Par contre, si vous rétrocédez 30 cm² de votre espace, mais qu'il y a 100 personnes qui le font, là, vous avez une vraie salle de sport. En fait. C'est un peu toute la réflexion, la mutualisation. Et aujourd'hui, la population, c'est qui? C'est quand même beaucoup de gens seuls ou avec un petit enfant? Non, aujourd'hui, on a quasiment que des étrangers, des célibataires. Pour l'instant, on va avoir des projets, on commence à faire des unités plus importantes, donc on va voir un peu comment ça a évolué. Les premières ouvertures à côté de Paris sont à Bagnolet, donc on va aussi vachement tester le marché parisien. Pour l'instant, on était surtout à Fontainebleau, donc on va voir un peu comment ça évolue maintenant qu'on se rapproche de Paris. Et après, le choc un peu, ça va être les ouvertures de nos gros projets. On a gagné le bassin de l'Arsenal sur Armenté-la-Seine, où là, on va livrer d'un seul coup 2500 mètres carrés en plein milieu de Paris, où là, on va vraiment voir quelle va être la demande et on va vraiment s'y confronter. Mais déjà, ça veut dire que vous n'avez pas encore finalisé la programmation et en fonction de la demande, Si, on l'a finalisé, mais on essaye systématiquement d'avoir des unités de taille différentes. Notre but, c'est... on essaye de ne pas reproduire des erreurs à la cité radieuse.
Il y a plein de bonnes idées, mais il y a aussi des choses qui sont un peu trop frontières fascistes. Donc nous, on pense qu'il faut quand même des choses qui s'adaptent un peu, on reste sur de l'humain. Il y a des unités, elles n'ont pas la même taille, elles ne sont pas décorées toutes de la même façon. Voilà, il faut qu'il y ait un peu quand même, c'est de la vie, c'est pas... Quel est le... Par rapport à GBX, pardon, quel est le top 5 un peu des aménagements souhaités par les futurs propriétaires? Top 5, il faut que j'en donne 5. Une profonde transformation, je dirais. Enfin, non, top 1, je crois que c'est accéder à la propriété. Alors, là, on est sur des modèles qui la discréditent un peu, mais ça continue quand même de fonctionner et d'attirer beaucoup. Primo-accession, un grand T2 un peu loft, entre 55 et 60 mètres carrés. Qui n'existe dans aucun programme de promoteur. Le top 1, c'est la surface, quoi. Donc on fait des T3 de 75-78 mètres carrés, on fait des T4 de 100 mètres carrés, on fait des T2 de 55-60. Donc le top 1, oui, bien sûr, c'est la surface. Et puis je dirais la surface, et puis la surface, quoi, pour les 5. Après, chacun gère la surface comme il a envie de la gérer. Il y a, le sujet que vous avez abordé est un sujet très urbain, très métropolitain. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être envisagées dans la ruralité? Parce qu'on assiste maintenant à beaucoup de jeunes qui, par l'effet du prix, essaient aussi d'acquérir des biens en ruralité et qui pourraient être un moyen d'ailleurs de faire revivre des petites villes moyennes ou des villages. Et on voit qu'ils ont quand même encore les mêmes difficultés, à des échelles différentes économiques, mais les mêmes difficultés d'accéder à un logement et à une propriété intelligente dans le milieu rural. Ce n'est pas une solution possible. Nous, on a commencé à travailler un peu sur le temps partagé. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu énormément d'échecs sur le temps partagé. On a eu des demandes de gens qui nous disaient « Moi, je suis freelance, j'ai besoin d'être 2 jours par semaine à Paris, physiquement, parce que j'ai plein de rendez-vous, je dois être là. » Ça ne marche pas. Skype, le téléphone, ça a ses limites. Si on n'est pas physiquement sur place, on n'arrive pas à mener une carrière professionnelle dans de bonnes conditions. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens, ça fait un peu chier de vivre toute leur vie, pendant 10 ans, 15 ans, en 18 mètres carrés, 20 mètres carrés, au mieux 30 mètres carrés dans Paris. Et on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une demande potentiellement. Et moi, votre produit, si je peux vivre à moins de 1 heure, 1 heure et demie de Paris en transport sur plus grand, dans une communauté ou ainsi de suite, mais vous me garantissez que le lundi, mardi ou bien le mercredi, jeudi, je peux avoir une unité à Paris, je serai preneur. Donc on commence un peu à regarder ça. Le problème, c'est qu'en termes... Ouais, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a du mal à ouvrir des nouveaux immeubles. C'est très dur de trouver des projets à Paris et qu'en fait, ils se remplissent tellement facilement qu'on se tire un peu une balle dans le pied en se rajoutant des soucis logistiques. C'est quand même une énorme logistique, hein. C'est une énorme machine à mettre en place de réussir à mettre ça, alors qu'on arrive à remplir avec des gens qui vont simplement rester là. Donc ça nous interroge énormément, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé la martingale, en tout cas, pour réussir à... Mais il y en a qui le font en co-living, notamment sur sur ce qu'ils appellent les hacker house. Donc, par exemple, vous avez un co-living, mais au milieu de nulle part, dans un vieux château, en la campagne, ou ainsi de suite, où c'est des gens qui partent pendant 3 semaines à 2 mois sur un projet entrepreneurial ou de réflexion. Ils partent en groupe et ils mettent que du jus de cerveau pendant 2 mois. Limite, s'il n'y a pas Internet, c'est encore mieux. Et ils reviennent après ressourcés en ayant travaillé comme des fous, ainsi de suite. Mais on est sur un produit qui est quand même très différent parce qu'on est en fait sur une espèce de tourisme d'affaires, mais à l'envers. Donc, nous, on n'a pas encore trouvé de solution par rapport à ça. Moi, si je... On ne l'a pas testé, mais moi je crois, et d'ailleurs une étude a été produite et va dans ce sens-là, que de supprimer la commercialisation et donc d'écouter le besoin devrait permettre de focaliser et d'amener des opérateurs qui ne vont pas prendre de risques commerciaux, notamment sur des territoires ruraux ou semi-ruraux, à venir répondre en tant qu'opérateur technique, promoteur immobilier technique, sur ces territoires, à partir du moment où on aurait aggloméré une demande représentant un besoin en temps amont. Il faut trouver le bon timing pour faire fonctionner capacité de production avec écoute du besoin sur ces territoires-là. Il y a quand même besoin d'un peu de... Mais c'est estimé de l'ordre, dans les villes de ce qu'on appelle des villes de 2e rang ou semi-rurales, de l'ordre de 30 à 40 000 logements nouveaux par an qui pourraient être produits si on répondait à une demande et pas si on ne venait pas prendre le risque d'offrir un produit. Alors, on a quand même 2 produits qui s'en apparentent pas mal, nous, aujourd'hui, qui sont à la frontière de la Suisse.
dans des communes de moins de 7000 habitants côté français. On a gagné un concours notamment, et on est sur un deuxième là, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence pour un arbitrage, parce que c'est hors de prix d'habiter aujourd'hui à Bâle ou à Genève. En fait, des gens peuvent venir de l'autre côté, si à la ligne de transport en commun, et nous on leur propose d'habiter pour quasiment 50% moins cher. Dans une communauté avec des choses à faire, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu aussi à votre question, on est un peu à la frontière. On est sur des vrais urbains, mais pour le coup, ils n'habitent pas en ville. Alors, en ce qui nous concerne, c'est un peu la même réponse. Ce n'est pas un problème urbain-rural. Notre produit n'a d'intérêt que s'il y a une forte pression sur les prix. Partout où c'est cher, où les gens ont du mal donc, à accéder à la propriété dans le neuf, puisque ça ne fait que du neuf pour l'instant, on peut le faire. Et pour l'instant, ça nous conduit très naturellement dans les métropoles. Mais on n'a pas encore de solution pour les endroits où il n'y a pas suffisamment de tension sur les prix. J'ai une autre question, mais pour la française, c'est la question du patrimoine, parce que ça intéresse tous les gens qui achètent un bien, et de se dire qu'après, soit on l'a acheté pour ses enfants, soit on l'a acheté pour pouvoir en acheter un autre, mais la succession et puis la cumul financière. Alors, en acheter pour ensuite en acheter un autre, notre produit, il a cette vertu de créer de l'épargne. Oui, mais à la fin, il y a une... Mais en revanche, transmettre, il n'y en a pas. Transmettre, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Enfin, transmettre, si vous restez 50 ans, si vous allez dans le schéma, vous achetez, vous restez 50 ans, vous avez la clause sur la vie, vous restez 55 ans, vous décédez, à ce moment-là, vous ne transmettez effectivement rien. Et c'est ce qui justifie la décote initiale. Ça, c'est sûr, c'est ce à quoi vous renoncez pour payer au départ 30 à 40% moins cher. Donc l'investissement dans la pierre, parce qu'aujourd'hui, ce dont tout le monde rêve, se dire j'investis dans la pierre pour ensuite, après, avoir un PQ ou faire autre chose, il n'existe pas. Si vous partez au bout de 10 ans, vous constituez un pécule. Si vous allez jusqu'au bout, non, effectivement. Il n'y a pas la culbute. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va vous souhaiter une belle après-midi et des belles visites. Et puis, un bon appétit, bien sûr. Un bon appétit, bien sûr, aussi.